J'ai vu le verre tomber et se briser sur le carrelage, et l'eau à l'intérieur avait une teinte laiteuse, trouble. Et ce n'était que le début. Le bruit sec du verre éclaté résonna dans la cuisine. Ma tante, figée près de l'évier, s'agrippa au plan de travail comme si ses jambes avaient cédé. Sa peau perdit sa couleur, ses yeux cherchèrent quelque chose dans le vide. Le verre roula jusqu'à mes pieds. Je baissai les yeux et vis cette eau étrange se répandre, se mêlant à une fine mousse blanche. Appelle le SAMU. Sa voix était rauque, sa langue lourde. Je sortis mon téléphone, les mains déjà moites. Pendant que je composais le numéro, je sentis mon souffle s'accélérer, comme si mon corps avait reconnu un danger que mon esprit refusait encore d'accepter. L'odeur qui montait de l'évier n'était pas celle d'un repas. C'était chimique, froid. La même odeur que j'avais perçue 3 jours plus tôt, quand j'avais passé des heures pliées en deux, vidé de toutes mes forces. Pendant que l'opératrice me posait des questions, je remarquai que personne ne bougeait. Mon cousin, adossé au chambranle, m'observait sans cligner des yeux. Ma mère, près de l'évier, se lavait les mains avec des gestes lents, précis. La mousse coulait le long de ses doigts, disparaissant dans la bonde, exactement comme l'eau trouble du verre. « C'est sûrement ce qu'elle a mangé au marché », dit-elle soudain, sans que je demande rien. Sa voix avait ce ton neutre, préparé. La sirène se rapprocha vite. 2 secouristes entrèrent, posèrent des questions, examinèrent ma tante. Elle ne pouvait presque plus répondre. Pendant qu'ils l'emmenaient, ma mère posa une main ferme sur mon épaule. « Tout ira bien », dit-elle en me fixant. Ce n'était pas une promesse, c'était un ordre. À l'hôpital, la lumière des néons brûlait les yeux. Assis sur un banc froid, j'entendais des bribes. Intoxication. Substance inconnue. Ma mère revint vers moi, tenant mon sac. La nourriture du marché, voilà tout. Le soir, en rentrant, la cuisine était impeccable. Le verre brisé avait disparu. Le sol, sec. Je m'approchai de l'évier, humais discrètement. L'odeur persistait, camouflée sous le détergent. Ma mère ferma rapidement la porte d'un placard haut. « Va te reposer. » Plus tard, j'entendis mon cousin au téléphone dans le couloir. Non, il ne sait pas. Pas encore. Quand il me vit, il sourit. Bref, froid. Allongé, je fixais le plafond. Des fragments me revenaient. Les vertiges, le goût métallique, la perte de poids. Les mêmes explications toutes faites. Et maintenant, ma tante à l'hôpital, après avoir bu ici. Je commençais à me demander à quel moment tout avait commencé à se fissurer. Je commençais à me demander à quel moment tout avait commencé à se fissurer. Les jours qui suivirent eurent la consistance d'un brouillard épais. Je traversais les pièces de la maison comme un intrus toléré, observé, pesé à chaque geste. Tout semblait identique en surface, mais derrière chaque sourire, je sentais comme un mécanisme silencieux, déjà en marche, que je n'avais pas encore décodé. Ma mère poursuivait sa routine avec une précision mécanique. Café prêt le matin, linge plié, quelques phrases aimables en croisant mon chemin. Mais son regard glissait toujours une fraction de seconde de trop sur mon assiette, mon verre, mes mains. Mon cousin, lui, paraissait soudain plus attentif à ma santé. « Tu dors bien ? Tu as mangé à midi ?» Des questions ponctuées de coups d'œil vers la cuisine, comme s'il mesurait mes réponses à l'aune de quelque chose que je ne voyais pas. 3 jours après l'incident, je rendis visite à ma tante à l'hôpital. Elle semblait aller mieux, mais esquivait le sujet. Ce n'était rien, un petit malaise. Pourtant, les médecins ont parlé. « Ce n'est pas à cause de toi, d'accord ?» me coupa-t-elle. Cette phrase resta suspendue dans mon esprit comme un fil tendu. Pourquoi aurait-elle pensé que cela pouvait me concerner ? Sur le chemin du retour, je m'arrêtai dans une boutique de bricolage et achetai un kit d'analyse d'eau domestique. Je le glissai dans la poche intérieure de ma veste. Le soir, lorsque la maison s'endormit, je descendis à pas feutrés, remplis un verre à la cuisine et suivis les instructions. La réaction fut immédiate. Le liquide changea de couleur plus vite que prévu. Les indications du manuel étaient vagues, mais la mention « présence de substances anormales » suffit à figer ma respiration. Le lendemain, je m'efforçai d'agir comme si de rien n'était. Au petit déjeuner, je bus mon café d'un trait,
mais chaque gorgée avait le goût d'un test. J'ai mis un peu plus de sucre aujourd'hui, dit ma mère en s'asseyant en face. Je ne répondis pas. Je n'étais plus certain de pouvoir distinguer une saveur normale d'une autre. Peu à peu, mes oreilles se mirent à traquer les conversations basses. Une après-midi, je surprenais ma mère et mon cousin parler à voix rapide dans le salon. Le ton était tendu. Dès que je franchis le seuil, le silence tomba. On vérifiait des factures, dit-elle, sourire crispé aux lèvres. Un souvenir me revint. Quelques semaines auparavant, j'avais trouvé au fond d'un placard une tasse ébréchée. J'avais proposé de la jeter. Ma mère me l'avait arrachée des mains. Elle sert encore pour de petites choses. Je ne l'avais plus revue, mais dans ma mémoire, elle portait désormais la même odeur que l'eau trouble du verre brisé. Je développais un étrange rituel. Parfois, j'acceptais tout ce qu'on me servait, avec un mot de remerciement. Parfois, je refusais, prétextant une douleur à l'estomac ou une faim absente. Cette irrégularité semblait les déstabiliser. Certains jours, ils insistaient avec presque de l'agressivité. D'autres, ils faisaient mine de m'oublier. Un soir, je rentrais plus tôt et trouvais ma mère et mon cousin très proches dans la cuisine, occupés à quelque chose sur la table. Quand ils m'aperçurent, elle rangea vivement un petit pot dans un placard haut, tandis qu'ils s'essuyaient les mains. « On triait de vieilles affaires », lança-t-elle, mais son regard disait « Tu n'étais pas censé être là ». Dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir, je compris que je n'étais plus seulement méfiant. J'étais convaincu qu'il se tramait quelque chose. Pourtant, une voix discrète en moi murmurait « Et si tout ça n'était que dans ta tête ?» Cette pensée me glaçait plus que le reste. Parce que si c'était vrai, j'étais déjà perdu. Et si c'était faux? Il me restait très peu de temps. Le lendemain matin, je me levais avec une idée claire. Arrêter d'attendre que la vérité tombe du ciel. S'il faisait quelque chose, je devais le voir et le garder en mémoire. Je me rendis en centre-ville et achetai 2 micro-caméras dissimulées dans de faux chargeurs. Le vendeur me demanda si c'était pour surveiller du personnel. J'acquiesçai sans commenter. En rentrant, je dissimulai la première dans la cuisine, orientée vers l'évier et le plan de travail. La seconde trouva sa place sur l'étagère du salon, avec un angle sur la porte de la cuisine. En parallèle, je commençai un journal de symptômes. Ce que je mangeais, buvais, et ce qui se passait dans mon corps après. Chaque ligne était une pièce de puzzle. 2 jours plus tard, tard dans la nuit, je revisionnais les premières heures d'enregistrement. Sur l'une des vidéos, je vis ma mère verser de l'eau dans un verre, puis y plonger une cuillère alors qu'il était déjà plein, avant de le poser sur la table. Sur une autre, mon cousin ouvrait le tiroir des couverts, sortait un petit flacon transparent et le rangeait aussitôt. Aucun geste n'était incriminant en soi. Mais leur répétition me serra la gorge. Il me fallait une preuve tangible. Le matin suivant, je prétextais un départ précipité et laissais mon verre intact sur la table. Plus tard, je transvasais le liquide dans un flacon stérile et l'amenais dans un laboratoire privé pour analyse complète. L'homme à l'accueil me lança un regard interrogateur, mais se contenta de prendre mes coordonnées. En attendant le résultat, j'appelai un ancien camarade d'université, Julien, aujourd'hui technicien en sécurité alimentaire. « Dis-moi, c'est possible d'administrer de très petites doses pour affaiblir quelqu'un sans le tuer ?»« Bien sûr, » répondit-il après une pause. « C'est exactement ce qu'on fait si le but est de dégrader lentement la santé. » Ces mots tombèrent comme un verdict. Le soir, je rentrai et trouvai ma mère et mon cousin installés à table. Elle avait préparé mon plat préféré. Ils parlaient d'un ton léger. Je m'assis, goûtai une bouchée. Puis, en leur absence, prélevai une portion pour mon stock d'échantillons caché dans la salle de bain. Je n'avais pas encore de quoi les accuser ouvertement, mais une transformation s'était opérée. Je n'étais plus seulement la cible. J'étais devenu celui qui observe, qui choisit, qui tend le piège. Et eux ne le savaient pas encore. 3 jours plus tard, le laboratoire m'appela. La voix de l'homme au bout du fil était professionnelle, mais ses mots étaient des coups. Nous avons détecté la présence de composés inhabituels dans l'échantillon. Ce ne sont pas des substances destinées à la consommation humaine. Voulez-vous un rapport écrit ? Je répondis oui, notai l'heure, et restai quelques secondes immobile.
le téléphone collé à l'oreille. La confirmation me glaçait et m'arrachait en même temps un étrange soulagement. Je décidai de ne plus attendre. J'envoyai un message à Julien, lui demandant de passer à la maison sous prétexte de vérifier une fuite de gaz. Mon idée, lui montrer les vidéos et les échantillons stockés. Mais quand j'arrivai devant la porte, c'est ma mère qui l'ouvrit, avec Julien juste derrière elle. « Je l'ai croisé dans la rue », dit-il avec un sourire forcé. « On est venus ensemble. » La méfiance me serra la poitrine. De quoi avait-il parlé en chemin? Nous nous assîmes dans le salon. J'essayais de lancer la conversation, mais Julien évitait mes yeux. Ma mère, elle, tournait autour de nous, réarrangeant des coussins, ramassant un objet sur la table basse. Enfin, il lâcha. « Tu es sûr que tu ne te montes pas un peu la tête ?» Cette phrase sonna comme une fermeture de porte. Je savais que je venais de perdre un allié. La nuit suivante, je rêvais que je me réveillais enfermé dans la cuisine, l'eau trouble montant jusqu'à ma poitrine, puis mon cou. Je me réveillais trempé de sueur, avec dans le nez cette odeur de détergent et de métal froid. Au matin, en cherchant un verre dans le placard, je vis la tasse ébréchée que je croyais disparue. Une marque blanche courait le long de son rebord. Avant que je puisse la prendre, mon cousin apparut dans l'encadrement de la porte. « Tu cherches quelque chose ?»« Non. » Son sourire bref contenait plus de menaces que de politesse. L'après-midi, le rapport arriva par mail. Les termes scientifiques détaillaient les effets possibles. Nausées, vertiges, chute de tension. Tout correspondait à mes symptômes récents. Je tenais une arme. Mais une arme que je ne pouvais pas brandir encore. Le soir, je décidai de les tester. Ma mère avait préparé un ragoût. Je servis 3 assiettes bien remplies, une pour chacun. « J'ai fait les portions », dis-je en souriant. Ils échangèrent un regard trop rapide, mais suffisant pour que je le voie. Mon cousin posa sa fourchette. Ma mère déclara qu'elle avait déjà mangé. J'étais seul devant la table, comme un acteur jouant une scène à laquelle ses partenaires refusaient de participer. C'est là que j'ai compris que, peu importe mes preuves, ils auraient toujours une longueur d'avance. Julien était hors jeu, ma tante toujours hospitalisée, et il n'y avait plus personne de proche à qui parler. Après le repas, je me rendis dans la salle de bain. Le miroir au-dessus du lavabo était fendu d'une fine ligne verticale que je n'avais jamais remarquée. Je passai le doigt dessus. Le verre était froid, et le reflet de mon visage semblait se briser en deux. Je m'assis par terre, le dos contre le mur. Ma respiration se faisait courte. Ce n'était plus seulement une question de vérité à prouver. C'était une question de survie, et peut-être de sauver ce qui restait de moi avant que la fissure ne devienne fracture. Le lendemain matin, je me réveillais avec une sensation étrange. Pas de paix, mais une clarté dure, comme si la fatigue avait brûlé tout le brouillard. Le miroir fendu me fixait toujours, mais je ne le voyais plus comme un signe de faiblesse. C'était un rappel. Si je continuais à jouer sur leur terrain, je perdrais. Il fallait changer les règles. Je relus 3 fois le rapport du laboratoire. Chaque terme scientifique, chaque chiffre me paraissait être une cartouche prête à être utilisée. Je le glissais dans une pochette plastique que je cachais dans la doublure d'une veste que je portais rarement. Ce n'était plus seulement une preuve, c'était un détonateur. J'abandonnais l'idée de fuir, ou de me protéger uniquement. Mon objectif devint de les exposer, pas seulement eux, mais aussi le mécanisme invisible qui permettait à quelqu'un de détruire une autre personne de l'intérieur en toute impunité. Je commençais par redevenir normal. Je mangeais et bus sans montrer de méfiance. Je repris de petites conversations légères, souriais même à table. Cela sembla les détendre. Pendant ce temps, je continuais à conserver discrètement de minuscules échantillons de presque tout ce qu'il me servait, dans des contenants numérotés et datés, cachés dans un compartiment secret derrière le siphon du lavabo. Au bout de 4 jours, je pris un bus pour rejoindre quelqu'un qu'on m'avait recommandé, une journaliste indépendante nommée Claire. Nous nous retrouvâmes dans un café près de la gare. Elle écouta sans m'interrompre, son regard fixé sur moi comme si elle mesurait le poids de chaque phrase. Lorsque je posai devant elle le rapport du laboratoire et 2 extraits de vidéo, elle inspira longuement. « Vous savez que si c'est vrai, ce que vous racontez dépasse largement le cadre familial ? C'est pour ça que je viens vous voir. »
Elle accepta, mais posa une condition. Rien ne serait publié tant que nous n'aurions pas un dossier impossible à contester. Nous établîmes un protocole de contact avec code de vérification et elle me donna un petit enregistreur audio discret. Gardez-le sur vous. Ne forcez pas la conversation. Attendez qu'ils parlent d'eux-mêmes. 2 jours plus tard, je tombais sur une pièce supplémentaire. Ma mère était dans le jardin, au téléphone. Sa voix était basse, mais les mots clairs. Oui, il a l'air d'aller mieux. Mais il ne tiendra pas longtemps avant que ça recommence. Je notai l'heure et la date, puis fis écouter l'enregistrement à Claire. Elle eut un sourire froid. C'est exploitable. Mais il nous faut l'identité de la personne à l'autre bout du fil. Nous montâmes un plan. Claire se ferait passer pour une nouvelle voisine passionnée de jardinage, ce qui lui permettrait de se rapprocher et d'observer. Ma mère adorait montrer ses plantations. Pour crédibiliser l'approche, je simulais l'enthousiasme à l'idée de présenter cette voisine et suggérais même que nous l'invitions à prendre un thé. Plus je regardais l'engrenage se mettre en place, plus je comprenais que ce qui se tramait n'était pas seulement motivé par la rancune ou l'argent. Il y avait autre chose derrière, un réseau, ou au moins une complicité plus large. Les phrases coupées, les silences calculés. Tout pointait vers quelque chose de plus vaste. Ce n'était donc plus une bataille intime. C'était une opération pour percer une façade entière. Et cette fois, je n'attendrai pas le prochain verre d'eau. La première fois que Claire entra dans la maison, ce fut un samedi après-midi, sous prétexte d'admirer le potager. Ma mère l'accueillit avec un large sourire, fière de lui montrer chaque rangée de plantes, chaque pot en terre cuite. Je restais dans la cuisine, occupé à essuyer des verres qui n'avaient pas besoin de l'être, juste assez près pour voir le jardin. Et pour que la petite caméra dissimulée dans le rebord de la fenêtre enregistre tout. Au bout de quelques minutes, Claire glissa la conversation sur les tisanes. Les yeux de ma mère s'illuminèrent, et elle entra dans la maison pour chercher sa boîte à infusion. Je la vis ouvrir le placard du haut, celui qu'elle refermait toujours trop vite, et y prendre non seulement des sachets de thé, mais aussi un petit flacon de verre qu'elle garda dans la main gauche, partiellement caché, en revenant vers le jardin. Plus tard, en visionnant la vidéo, le geste était clair. Ma mère posait le flacon derrière la théière, versait l'eau chaude et parlait comme si de rien n'était. C'était presque élégant dans sa précision. 2 jours plus tard, au café, Claire me remit une clé USB. « Ça suffit pour montrer un comportement suspect, dit-elle. Mais il nous faut mieux. Quelque chose où il parle de toi, explicitement. » Nous décidâmes d'organiser une petite réception chez moi, soi-disant pour fêter ma bonne santé retrouvée. J'invitai 2 voisins et un collègue, assez pour créer une atmosphère détendue. Ma mère approuva immédiatement. Mon cousin se proposa de préparer les boissons. Le soir venu, la maison bourdonnait de conversations. La caméra du salon enregistrait discrètement. En allant chercher du glaçon, je surpris mon cousin dans la cuisine, penché vers ma mère. « Pas trop ce soir. »« T'inquiète, juste ce qu'il faut pour maintenir. » Je restais immobile, la porte du congélateur ouverte, le petit enregistreur dans ma poche captant chaque syllabe. Je retournais dans le salon avec un plateau, le visage détendu, comme si je n'avais rien entendu. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se sceller. J'avais le lien manquant entre le geste et l'intention. Le lendemain, j'envoyai l'audio à Claire. Sa réponse arriva en quelques minutes. « Parfait. Ils ne pourront pas dire que c'est un malentendu. » Et moi, pour la première fois depuis des mois, je ressentis autre chose que de la peur. Une sorte de calme froid. Le genre de calme qui annonce que la fin de la partie approche. Le jour de l'audience, la chaleur était lourde, collante. Assis au 2e rang, à côté de Claire, je regardais ma mère et mon cousin entrer ensemble. Ils tentèrent de garder la tête haute, mais la tension dans leurs épaules trahissait tout. Le juge demanda le silence. Les premières dépositions évoquèrent ma perte de poids, mes malaises répétés, mais rien qui, seul, prouvait un empoisonnement. Puis Claire se leva, connecta une clé USB à l'ordinateur de la cour. L'écran montra la vidéo, ma mère versant de l'eau, mélangeant discrètement un verre déjà plein. Mon cousin sortant le petit flacon du tiroir avant de le ranger précipitamment. Le murmure dans la salle enfla. Ensuite, l'enregistrement audio. « Pas trop ce soir. T'inquiète, juste ce qu'il faut pour maintenir. »
Ma mère tenta un sourire. C'était pour un assaisonnement. Mon cousin parla de blague entre nous. Mais leur voix manquait de solidité. Chaque justification semblait plus fragile que la précédente. Dans le public, des têtes se secouaient. Le juge rappela l'ordre, mais l'air avait changé. La présomption d'innocence s'effritait. Quand la séance fut levée, Claire rangea calmement la clé USB. À partir de maintenant, le temps fera son travail, dit-elle. Je n'eus pas besoin de répondre. En sortant, je savais que je n'étais plus celui qu'on observait. C'étaient eux, désormais. La pluie tombait fine, presque invisible, lorsque je quittais le tribunal. Dans ma poche, la clé USB semblait ne rien peser, alors qu'elle contenait tout. Ce matin-là, l'article de Claire était paru. Images, extraits audio, rapport du laboratoire. Pas de phrases grandiloquentes, pas d'appel à la colère, juste les faits, crus, alignés comme des pièces à conviction. En rentrant chez moi, je trouvai un petit paquet posé devant la porte, enveloppé de papier craft. À l'intérieur, la tasse ébréchée. Aucun mot, aucune signature. Juste cet objet, comme un écho du point de départ. Je la tenais dans ma main. La fissure semblait plus profonde qu'avant, comme si le temps avait continué son œuvre. Je sortis dans le jardin. Sous la pluie, je lâchai la tasse sur les dalles. Elle éclata en morceaux minuscules. Pas de colère, pas de soulagement. Simplement la fin d'une boucle. Je restais là, immobile, écoutant le bruit régulier de l'eau qui recouvrait tout.